Merci Bonsoir. d'être parmi nous ce soir. Vous êtes écrivain, traducteur, philosophe, notamment spécialiste de Spinoza. Vous avez enseigné la philosophie à l'ENS de Lyon et à l'Université de Rio de Janeiro. Vous êtes l'auteur d'essais très remarquables comme Le clan Spinoza, Que faire des cons ou plus récemment Parler avec sa mère. Et vous avez une actualité très riche puisque sort aujourd'hui une traduction des lettres à Lucilius, la première traduction de l'intégrale des lettres depuis 1967. Et l'accompagne Vivre debout et mourir libre, un petit texte qui accompagne la lecture et qui explicite les lettres à Lucilius. Mais d'abord, avant d'entrer dans ce livre, je voudrais qu'on revienne sur la genèse de ce double projet. Dans quelle mesure on peut dire qu'il est particulièrement intéressant pour nous, à notre époque, de lire un tel texte et de nous replonger dans la philosophie de Sénèque? Je pense que le besoin de Sénèque, on ne le ressent pas comme ça. On ne le réveille pas un matin en se disant « Tiens, j'aimerais lire Sénèque ». On se réveille un matin en se disant, en rencontrant des difficultés. Ces difficultés, elles peuvent être plus ou moins graves. Et il m'a semblé assez tôt, en fait, dans mon parcours philosophique, que les stoïciens, les trois stoïciens, Sénèque, Épictète et Marc Aurèle, que nous avons conservés, sont des auteurs qu'on peut lire dans les situations les pires. Quand j'étais très jeune, je voulais écrire un livre qui se serait appelé « Les philosophes de l'urgence ». C'est-à-dire ce sont ceux qu'on peut lire quand on vient de perdre un proche, quand on vient de se séparer, quand on vit des choses extrêmement difficiles, quand on apprend une maladie. Ce sont ces auteurs-là qui vont pouvoir entrer en dialogue avec des émotions très intenses. Donc aujourd'hui, on sait que les pathologies mentales, les difficultés psychiques, toutes sortes en fait de difficultés manifestent la crise sociétale qui est la nôtre. Et dans ce contexte-là, ramener Sénèque, redonner Sénèque en fait à nos contemporains, c'est lui inventer une langue, lui proposer le français d'aujourd'hui comme un espace de déploiement de sa réflexion, de sa pensée, pour qu'il puisse à nouveau faire effet. Voilà. Et l'effet Sénèque, c'est justement de transformer complètement ce qui nous paraissait lourd en occasion de, disons, vivre le meilleur de nous-mêmes. C'est un petit résumé pour juste qu'on mette en place les choses. Très bien. Merci pour cette réponse. Pour comprendre les lettres à Lucilius, il est nécessaire, et vous le montrez dans Vivre debout et mourir libre, il est nécessaire de reprendre une distinction fondamentale de la philosophie stoïcienne, qui est celle de la distinction entre la fortune et la nature. Est-ce que vous pouvez revenir sur ces notions qui sont fondamentales à comprendre et à saisir? Ouais, en fait, quand on pense à la philosophie stoïcienne, on déroule assez facilement un certain nombre de dogmes, c'est-à-dire des enseignements que les stoïciens donnent l'un après l'autre. Ça veut dire il faut se mettre en harmonie avec la nature, on va rechercher la sagesse en transformant nos représentations. Et il y a tout un tas de choses qu'on répète de la philosophie stoïcienne, alors qu'en fait, ça n'arrive que très tard dans la modification conceptuelle, le changement de paradigme que propose cette philosophie. Et du coup, ce que j'ai essayé de faire dans Vivre debout et mourir libre, c'est de revenir à des choses simples pour que le caractère émancipateur de cette pensée surgisse beaucoup plus vite. L'idée, c'était finalement de proposer un petit marchepied qui soit court à lire, qui soit accessible, pour qu'en fait, on puisse entrer de plein pied pas seulement dans la doctrine stoïcienne, mais dans l'approche qu'a Sénèque de cette philosophie. Puisqu'en fait, les lettres à Lucilius, c'est un moment d'appropriation par quelqu'un qui est dans une grande difficulté, qui en l'occurrence est un condamné, c'est-à-dire quelqu'un qui a tourné le dos à l'empereur et qui attend sa sentence de mort. Donc il est dans une situation assez extrême, qui n'est enviable à aucun moment, mais qui met en valeur en fait une condition qui est celle de tous les mortels. Et une fois qu'on comprend ça, une fois qu'on se dit « Ah, lui il est condamné, oh le pauvre !» Ah mais lui ce qu'il dit c'est que moi aussi. Et donc comment est-ce qu'on fait à prendre au sérieux ce que signifie notre mortalité pour que ce soit l'occasion pour nous
non pas de nous sentir petits, mais au contraire de nous sentir grandis. Grandir par rapport à ça, c'est ce qui me permet de répondre à votre question sur la nature. C'est quoi la nature chez Sénèque? C'est moins l'ensemble des choses qu'on regarde autour de nous, les oiseaux, les arbres, les étoiles. La nature, c'est ce qui pousse. Quand on parle de conformité à la nature, il ne s'agit pas de se conformer à une nature humaine qui serait prédéfinie. Aujourd'hui, quand on utilise le mot de nature, on pense que c'est ce qui est naturel, c'est ce qu'on ne peut pas modifier. Chez Sénèque, c'est presque l'inverse. Ce qui est naturel, c'est ce qui pousse. Peut-être ça poussera très grand, peut-être ça ne poussera pas beaucoup. Peut-être ça fanera si vous ne vous en occupez pas, et peut-être ça fleurira si vous vous en occupez, ou ça donnera des fruits. Et donc toutes ces métaphores-là qui tournent autour du végétal, en fait, c'est chez Sénèque la clé pour comprendre ce que c'est qu'un cheminement éthique. Un cheminement éthique, c'est celui qui considère ce qui est de l'ordre de la nature et qui essaye de développer en nous, en fait, tout ce qui pousse. Et il faut voir qu'à chaque épreuve, quelque chose d'ambivalent naît. Vous pouvez soit voir le mal et faire grandir le mal, soit voir ce qu'il y a de bon ou de bien et le faire grandir de son côté. Donc cette ambivalence-là, elle est fondamentale dans la nature. C'est celle que nous apporte ce qu'on appelle à l'époque la fortune, c'est-à-dire en fait le hasard des événements. Et tout le travail éthique va être de faire en sorte que les événements de la fortune, quels qu'ils soient, les hasards de la vie, en fait, nous aident à développer en nous cette fameuse nature, ce qui demande à pousser en nous. Voilà. Oui, en somme, faire la distinction entre fortune et nature, une fois qu'on est sensible à cette idée et à la nécessité d'une vie qui laisse la nature se déployer, on est disponible à vivre les événements de manière plus volontaire. Pourquoi chez Sénèque la quête du positif et la fuite du négatif sont-elles présentées comme vaines? Parce qu'en réalité, nous avons développé une dépendance aux conditions extérieures de nos vies. C'est-à-dire, nous pensons qu'une promenade est plus agréable quand il fait beau, que la vie est plus facile quand on a de l'argent, et tout ça est vrai, mais ne fait pas la valeur de la vie. N'a aucun rapport, dit Sénèque, avec ce qui fait la valeur de la vie. Donc il va y avoir une distinction fondamentale à faire dans notre rapport aux événements, où justement, au lieu de fuir l'indésirable, on va considérer que bien qu'il soit indésirable, il contient quelque chose, c'est-à-dire, c'est même pas qu'il le contient, c'est qu'il me permet à moi de développer quelque chose qui est extrêmement satisfaisant. Et pour ne pas vous faire attendre, je vais vous dire ce que c'est que cette chose, c'est le sentiment d'être quelqu'un de bien. Le sentiment d'être quelqu'un de bien, vous n'avez pas besoin qu'il fasse beau ou qu'il pleuve, c'est totalement indifférent. Le sentiment d'avoir quelqu'un de bien, vous n'avez même pas besoin d'être en bonne santé, parce que si vous traversez la maladie avec courage, avec patience, en développant en fait ce qu'on appelle dans l'Antiquité les vertus, eh bien vous pourrez, malgré la situation difficile qui est la vôtre, bénéficier de cette extraordinaire satisfaction qu'on trouve à se ressentir soi-même comme quelqu'un de bien. Alors vous direz, oui, mais alors il y a peut-être des gens qui ne sont pas très recommandables et qui pensent qu'eux-mêmes sont des gens bien. En réalité, alors là-dessus, Sénèque, il est très amusant parce qu'il dit « Le bonheur est une chose si rare qu'on ne peut pas imaginer qu'il soit donné à n'importe qui. » Donc, peut-être que vous pensez que des gens qui sont des gens dangereux, des criminels, des oppresseurs, des tyrans, jouissent de certains privilèges, mais c'est en réalité parce que vous vous méprenez sur la valeur de ceux dont ils bénéficient. Oui, peut-être qu'ils ont une plus grande maison, mais qu'est-ce que ça fait d'avoir une grande maison? Oui, peut-être qu'ils bénéficient de meilleurs soins, par exemple, s'ils ont accès, je ne sais pas moi, de meilleures cliniques parce qu'ils ont plus de moyens financiers. Mais qu'est-ce qui vous dit qu'il ne vaut pas mieux être en paix, justement, avec
les épreuves de la vie pour justement savoir mobiliser ce dont je parle depuis tout à l'heure, c'est-à-dire en fait la valeur même du bien comme quelque chose d'actif en soi. Et donc l'enjeu de tout le travail de Sénèque, c'est d'abord de le développer pour lui-même, c'est-à-dire que Sénèque, dans une situation tragique, décide de se mettre vraiment au travail et à travers ces lettres qu'il envoie à Lucilius, de développer en lui cette valeur qui permet de jouir du bonheur, de se sentir valeureux, vertueux. Et ce travail-là, il le propose à titre individuel, mais il le met immédiatement en partage avec son ami Lucilius, et il sait que ces lettres seront publiées, parce que là on parle de Sénèque, on parle de quelqu'un qui est déjà connu à Rome pour être le plus grand dramaturge de son temps, et aussi l'un des plus grands prosateurs qui a révolutionné la langue latine. Donc il a conscience que quand il écrit en partie pour un lectorat, mais là où c'est très beau, c'est qu'il n'écrit plus en écrivain. Ça veut dire qu'il écrit quand même comme quelqu'un qui va mourir dans pas longtemps. Donc la réputation d'écrivain, là, ça n'a plus tellement d'importance. Le fait qu'il soit lu ou pas lu par des gens, ça n'a plus tellement d'importance, parce que là, il va mourir dans pas longtemps. Donc il est vraiment en train de se préparer à quelque chose qui est d'une grande intensité existentielle, mais qui en même temps, je vous l'ai dit tout à l'heure, met en valeur une situation qui est celle de tous les mortels, et donc qui lui permet, un peu comme je sais pas, comme un explorateur, comme quelqu'un, un éclaireur, voilà, quelqu'un qui serait parti en avant de nous tous, qui serait en train d'explorer ce que c'est que l'approche de la mort et qui peut se retourner vers nous et dire, alors ici, ça fait encore peur, mais quand même, réfléchissons-y, au fond, on peut surmonter cette peur. Et puis, vous allez voir qu'il va suivre des cycles dans lesquels, en fait, régulièrement, ces grandes difficultés vont revenir, et la philosophie, c'est un travail qu'on prend et qu'on reprend, parce que nos émotions nous rattrapent. Et on voit dans ce que vous venez de dire tout ce que la pensée de Sénèque a de performative. En fait, on a une idée de transformation des vérités philosophiques en vécu. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus et également sur le travail de répétition qu'il y a derrière cette pensée également? Oui, c'est une bonne question. C'est la grande affaire de la pensée romaine, c'est de faire en sorte que la philosophie percole. C'est-à-dire que en montant dans les hauteurs de l'abstraction, on puisse aussi redescendre jusqu'au quotidien. C'est quelque chose que nous avons en commun avec les Romains, c'est-à-dire on a une exigence pratique, on veut bien faire de la philosophie, mais il faut quand même que ça change la vie. Et c'est pour ça que la philosophie romaine aujourd'hui a un écho particulièrement fort, parce qu'elle a cette exigence d'abstraction, mais Sénèque met en place un système de circulation entre l'intellect, qui est vraiment la partie de nous qui est capable de naviguer dans l'abstraction à partir d'un certain usage des mots, et donc qui touche au monde des idées, même si on n'est pas dans un environnement platonicien, mais quand même on est dans les idées. Et puis, en transformant sa manière de penser, en fait, on transforme sa manière de sentir, c'est-à-dire ce que Sénèque appelle le cœur. Et en changeant son cœur, on change sa manière de percevoir les choses. Et quand on change sa manière de percevoir les choses, eh ben, naturellement, sa manière d'y réagir, donc sa façon de vivre, se transforme à son tour. Donc il n'est pas besoin d'aller dire, c'est une question que se posent les Romains, d'aller dire à chacun le détail de ce qu'il doit faire. C'est-à-dire comment se comporter, ce sont des livres qui existent à Rome comme aujourd'hui. Comment se comporter lorsque on est dans telle situation. Alors, vous venez de vous marier, vous venez d'avoir un enfant, donc ces petits conseils de détail, Sénèque considère qu'en fait les situations sont trop nombreuses pour être traitées une par une, et en revanche, ce qu'on peut faire, c'est monter en abstraction, réfléchir à partir de la pensée d'une école, en l'occurrence le stoïcisme, et avec elle soulever au maximum ce que le cœur et le corps nous disent en fait, de quoi ils se plaignent en réalité, parce que l'enjeu c'est quand même ça, c'est de savoir de quoi ça se plaint en moi pour que je me sente mal, d'où vient mon inconfort en fait.
Et donc l'enjeu de savoir d'où vient son inconfort permet de donner voix à des choses qui ne parlent pas. Donc typiquement, le corps, le cœur. Et que dit le corps? Le corps, lui, il est prêt à écouter n'importe quoi, n'importe qui. Et Sénèque a une très belle formule, c'est qui est esclave de son corps est esclave de trop de maîtres. Donc ce n'est pas du tout une lutte contre le corps, c'est une écoute qui permet, un petit peu comme on dresse un cheval, quoi, de faire en sorte qu'on aille ensemble suffisamment loin sans faire violence à personne. Donc c'est vraiment ce rapport au corps, c'est quelque chose qui permet de penser la philosophie plus du tout comme quelque chose de mental, plus du tout comme quelque chose qui nous détache du corps, mais plutôt comme un travail de mise en cohérence de toutes les dimensions de notre matérialité. Donc aussi bien ce qui pense que ce qui ressent et que ce qui perçoit. Vous parliez également de la forme même des lettres qui sont justement des adresses d'un philosophe à la fin de sa vie à son élève. Si on prend le problème un peu autrement, il y a aussi beaucoup d'exemples qui sont donnés par Sénèque dans les lettres à Lucilius, des exemples assez marquants, assez choquants, qui finalement sont nous paraissent assez éloignés du domaine des possibles. Comment fonctionnent ces exemples dans la pensée de Sénèque? Oui, alors c'est marrant parce que les Romains pensaient de cette manière-là, c'est-à-dire, ça commence en Grèce, mais quand même chez les Romains c'est très particulier, on considère que la vertu, ça circule, d'accord? Ça n'est pas une qualité individuelle. Et donc, ça circule à l'aide de modèles, c'est-à-dire qu'on va vous donner des modèles de comportement que les jeunes Romains apprennent à l'école, et donc ils vont essayer de se conformer, par exemple, à Mucius Scaevola, qui est un soldat de l'époque antique, des guerres des Romains contre les Étrusques, donc en 507 avant Jésus-Christ. On dit que Scaevola essaye de s'introduire dans le camp des Étrusques, le roi Porséna, et il essaye de tuer le roi pendant la nuit. Il n'y arrive pas, il est pris, et au moment où il est fait prisonnier par ses ennemis, en fait, de lui-même, il va aller devant le feu et prendre les braises dans sa main et laisser brûler sa main, cette main qui a échoué à tuer son ennemi. Et par là, il signifie qu'il n'a pas peur de la torture, il n'a pas peur de la douleur, et donc il ne servira à rien de le torturer pour obtenir des informations. Ce modèle-là, qui est quand même assez barbare, enfin, il faut quand même s'imaginer ce que ça peut être de se brûler volontairement la main. Comme vous savez, ça a donné l'expression en français de mettre sa main au feu. Je ne mettrai pas ma main au feu. Et bien, en fait, Mucius Scaevola, lui, il a mis sa main au feu pour y faire l'épreuve de sa vertu. Donc ça, c'est ce qu'on apprend à l'école quand on est un petit ou une petite romaine. Et Sénèque va faire un usage totalement fou de ces modèles, puisque d'abord, il a une manière de les décrire encore beaucoup plus spectaculaire que ce que je viens de faire. C'est-à-dire qu'il a un plaisir bizarre à décrire l'horreur de la scène. Et vous comprenez, à percevoir cette horreur, que l'idée, c'est pas de faire pareil. Parce qu'à aucun moment, Sénèque vous donne envie de faire la même chose. Par contre, ce qui se passe, c'est qu'il y a un effet de grandeur, c'est-à-dire de dépassement de ce que c'est que ce qu'en sont les possibilités humaines, qui par contraste vous renvoie, vous, disons, à la petitesse des défis qui s'offrent à vous. Et je sais que les défis qui s'offrent à nous, on les vit comme des grandes aventures terribles, et que même déjeuner avec sa belle-mère, ça nous paraît quelque chose de très difficile, et de supporter qu'on ait dit ça en notre présence, ça nous froisse. Mais lorsque vous pensez à Mucius Scaevola, vous vous dites, bon, peut-être que ça, je vais y survivre. Et donc cette notion de la survie de ce qui est le meilleur en nous, à travers des épreuves, les exemples que prend Sénèque qui servent comme modèle sont faits pour nous le faire percevoir. Mais nous le faire percevoir, c'est ça qui est amusant, par contraste. Ça veut dire, encore une fois, l'idée, c'est pas on vous présente des modèles, vous calquez sur leur comportement et vous faites la même chose, ça n'a aucun sens parce que de toute façon, je vous souhaite à tous et à toutes de n'être jamais encerclé par des ennemis et de n'avoir jamais l'idée d'aller tuer le roi pendant la nuit. J'espère que ça ne se produira pas. Mais par contre, comme vous le savez, il se produit plein d'autres choses
qui sont beaucoup d'autres défis et qui vous laissent parfois démunis. Et ces exemples-là sont des exemples où en fait on puise une force paradoxale, puisque cette force, elle nous rappelle en fait la grandeur de l'humain, sans nous rapetisser nous-mêmes, puisqu'encore une fois, on n'a pas du tout envie de se comporter comme ces gens-là, on n'a pas du tout envie de se retrouver dans des situations similaires, mais par contre, on se rend compte qu'il est possible, dans des situations difficiles, de faire face. Et de faire face, pas, je dirais, à partir d'une vertu virile, dure, qui cherche absolument à montrer une force de résistance, mais au contraire à partir d'une approche très souple qui consiste à voir dans les événements de la fortune la nature qui pousse. C'est ça qui est c'est quand même vraiment très beau de penser à chaque fois qu'il vous arrive un embarras, une difficulté, et a fortiori si cette difficulté elle est très grave, qu'en réalité, tiens, vous avez là un aliment pour que quelque chose en vous pousse, pour que ça développe en vous quelque chose de beau. Qu'est-ce que cet événement va m'apporter à moi de beau? Quelle réponse je peux lui apporter qui va me permettre de pousser comme une plante? C'est vraiment une manière de réfléchir qui renverse complètement une sorte d'apitoiement qu'on aurait tendance à avoir sur soi-même quand on est en difficulté, quoi, et qu'on a envie en fait de pleurnicher. Et ce qui est très intéressant, c'est que Sénèque, il est beaucoup plus souple, par exemple, qu'Épictète. Épictète, c'est un penseur qui a quelque chose de saisissant et qui va vous rappeler à votre liberté de volonté. Et c'est marrant parce que volonté, ce n'est pas un mot qui apparaît beaucoup dans les lettres à Lucilius. Sénèque est rarement dans la posture de se raidir et d'appeler à quelque chose de volontaire. Au contraire, lui, il est plutôt dans l'écoute. Qu'est-ce qui en moi a peur? Pourquoi j'ai peur? Et là, en fait, on va rentrer doucement, avec beaucoup de tact, dans ce qui nous fait peur, et progressivement, on va faire venir au discours, on va faire parler ce qui en nous a peur. Et ce travail, il est très beau à le voir faire, parce qu'en fait, c'est ça qu'on voit, c'est qu'il le fait pour nous, et on l'apprend de lui, et d'une certaine manière, il le fait aussi pour nous. En fait, c'est une exploration de la vulnérabilité. Vous imaginez bien que par rapport à l'image qu'on a d'habitude du stoïcisme, là, on est totalement à rebours. C'est-à-dire que si je vous dis le stoïcisme, c'est une exploration de sa vulnérabilité, on est assez loin des interprétations héroïsantes où en fait le stoïcisme, c'est pour les vrais, les durs, quoi. On est vraiment dans quelque chose de... Non, le stoïcisme, c'est justement pour ceux qui n'ont pas peur de leur faiblesse et qui, à chaque fois qu'ils sont pris en défaut, se disent « ça va pousser, ça va fleurir, ça va mûrir ». J'ajoute autre chose sur cette histoire de nature, c'est que ça va fleurir, ça va mûrir, ça suggère aussi beaucoup de patience. Là aussi, je trouve que dans l'interprétation un peu viriliste du stoïcisme, il y a quelque chose qui est impatient. C'est-à-dire, au fond, voilà, soyez stoïcien, vous allez voir toutes les épreuves de la vie, vous allez les affronter sans faiblir. Alors que non, chez Sénèque, il y a quelque chose de très patient, c'est-à-dire, tu vas te casser la gueule. Et ensuite, une fois tombé, tu vas pouvoir progressivement te relever. Mais il y a quelque chose de très lent à considérer cette histoire de nature. L'harmonie avec la nature, la cohérence avec la nature, ce n'est pas quelque chose qu'on retrouve comme ça. Il y a un travail de patience pour que les événements, disons, ce qu'il y a de désagréable dans l'événement passe. Sénèque, pour le coup, c'est quelqu'un qui va dire, par exemple, que le sage pleure. Bien sûr que le sage pleure quand il perd un ami. Ah, donc là, on est vraiment à rebours d'un stoïcisme qui consisterait à justement retenir ses émotions. Alors là, pour le coup, c'est le contraire de Sénèque. Sénèque va considérer que l'émotion, elle a son lieu, et donc que c'est au contraire en la laissant traverser, avec une certaine patience, qu'on va pouvoir ensuite regarder avec lucidité ce qui se passe réellement. Et alors, il y a une lettre très, très belle et très impressionnante
où Sénèque console un ami qui a perdu son fils. Et il le console un peu avec, disons, avec beaucoup d'audace, on va dire, parce qu'il va lui montrer qu'au fond, on peut pleurer un enfant, il est en bas âge en fait, c'est un enfant qui meurt en bas âge. Mais il va essayer de lui montrer à quel point il y a des situations encore plus graves, encore pires, qui demanderaient encore plus d'émotions. Donc, ne va pas laisser l'émotion te submerger complètement sur cet événement-là, mais au contraire, accueille-la pour justement être capable de voir ce qui en surgira. Alors, à partir de tout ce qu'on vient de dire, comment est-ce qu'on pourrait définir l'exemplarité telle que définie par Sénèque dans les Lettres à Lucilius ? On a tendance à penser que se montrer exemplaire, c'est pour les autres. Hein, c'est-à-dire on demande aux sportifs, aux célébrités, etc., aux hommes politiques, aux femmes politiques, de se montrer exemplaires pour donner l'exemple. Entre parenthèses, dans donner l'exemple, il y a aussi l'idée vraiment, c'est tourner vers l'extérieur. Et attends, si tu te comportes entièrement en fonction de l'image extérieure que tu renvoies, tu vas peut-être manquer quelque chose là. Parce qu'en réalité, l'exemplarité chez Sénèque, c'est le propre d'actions qui sont faites de telle manière que ça fera pousser la vertu chez d'autres. C'est juste ça, c'est que ça va donner envie. Ça va donner envie à chacun, pas de t'imiter toi, mais de trouver soi-même ce qui pousse de vertu en soi. C'est ça l'exemplarité. Donc c'est pas du tout regardez ce que je fais et comportez-vous comme moi, ce qui a quelque chose d'autoritariste en fait. C'est pas du tout ça. C'est pas du tout une exemplarité autoritaire. C'est presque l'inverse, c'est-à-dire c'est une exemplarité qui laisse advenir des actes dont on a tendance à penser peut-être c'est pas pour moi, peut-être je vais pas réussir à faire ça. Et justement, il y a quelque chose de très beau à s'abandonner à la vertu, chez Sénèque, c'est comme ça qu'il parle, s'abandonner à la vertu comme on s'abandonne à la peur en fait. Et au lieu de se dire, bah non, c'est pas pour moi, j'y arriverai pas, se dire, bon ça, voilà, ça doit pouvoir se faire comme ça. Et donc dans l'exemplarité, il y a quelque chose qui n'est pas tellement tourné vers les autres, mais qui est plutôt un détachement de soi. C'est ça qui est très beau dans cette histoire d'image, c'est qu'au fond, accepter d'avoir un comportement exemplaire, encore une fois, j'insiste, ce n'est pas une manière de donner des leçons aux autres, en disant, regardez, je me comporte comme ça, donc si vous ne vous comportez pas pareil, c'est vous qui êtes en défaut. Non, l'exemplarité, c'est de se dire, attends, il y a eu d'autres individus humains dans l'histoire qui se sont comportés de manière admirable, il n'y a pas de raison que j'y arrive pas. Et oser ça, oser faire l'acte dont vous voyez que ce serait quand même ça la chose à faire. Ça veut dire, vous savez, quand on est dans le métro, des fois on voit l'indifférence des gens et on se dit « Ah, quand même, les gens, ils sont indifférents à la misère humaine. Quand même, c'est moche. » Puis la personne, elle arrive devant vous et puis vous n'avez pas de sous et puis vous ne savez pas quoi faire et puis du coup, vous vous comportez comme les autres. L'exemplarité chez Sénèque, en fait, c'est rompre avec le conformisme qui justement nous entrave dans notre envie de faire peut-être mieux, en fait, de faire peut-être quelque chose qui vaut mieux. Je veux dire, même peut-être la personne en détresse, échanger plus que quelques mots, plus qu'un regard gêné, plus qu'un « j'ai pas de sous ». Donc cette disponibilité, voilà, cette disponibilité au bien, c'est le mot de Sénèque, voilà, c'est un mot, ça paraît un mot un peu lourd, un peu gros, un peu volumineux à manipuler, à manier, mais en réalité, il y a une certaine disponibilité à des situations qui requièrent certains actes et qui ne sont pas si difficiles à faire, et se montrer mais qui sont souvent rendus difficiles par conformisme. Et donc l'exemplarité, c'est de dire, en fait, puisque personne ne le fait, je vais le faire. Parce qu'en fait, ce n'est pas difficile. Et donc, il y a quelque chose de vraiment de très contraire à une version héroïsante du stoïcisme qui consiste à vraiment croire qu'être exemplaire, c'est, encore une fois, donner des leçons aux autres pour venir dans quelque chose de beaucoup plus doux. Mais il y a un amour chez Sénèque pour les vertus plus modestes, en somme.
C'est ça, parce qu'au fond, alors, ce qu'ils apprennent aux enfants à l'école, dans les écoles romaines, c'est vraiment l'histoire des grands héros de la guerre. En gros, tout ce qui est présenté comme admirable est de l'ordre soit politique, soit militaire. Et ce qui est très frappant dans les lettres à Lucilius, c'est que Sénèque va complètement redistribuer la vertu. Donc, dans les petites affaires domestiques, dans l'enfantement, par exemple. Donc, c'est-à-dire le courage qu'ont les femmes d'affronter à la fois la douleur qu'est le fait d'accoucher et aussi le risque, puisque comme vous savez, dans l'Empire romain, les conditions d'hygiène, etc., font qu'à accoucher pour une femme, c'est très dangereux en fait. Et donc, on voit Sénèque mobiliser évidemment les exemples classiques qui sont enseignés à l'école, mais pour redistribuer la vertu dans des zones de l'expérience humaine où en fait elle est trop peu identifiée par ses contemporains. Et donc c'est très intéressant de le voir faire ce geste qui consiste à ramener le grandiose dans les situations modestes et inversement reprendre les individus conçus comme modestes et les donner comme exemple de vertu. Et il y a un moment très amusant où Lucilius est malade et où Sénèque lui dit donne-toi en exemple à toi-même. Il n'y a pas de témoin, observe-toi et donne-toi en exemple à toi-même. Tu vas voir que même dans un lit de malade, il y a de la place pour la grandeur de la vertu. Et c'est intéressant parce que ça signifie qu'en fait, cette histoire d'exemplarité, on peut le développer dans un rapport à soi-même. Et donc que ce rapport-là, il ne dépend pas de conditions extérieures et il n'a pas besoin justement de cette reconnaissance qui nous vient de l'extérieur. Il a besoin d'une expérience que l'on fait soi-même lorsqu'on sait, comme je disais tout à l'heure, qu'on est quelqu'un de bien dans l'expérience de vie qu'on traverse. Alors toute cette pensée nous mène à une réflexion sur le sens de la mort. Il faut rappeler le contexte dans lequel Sénèque a écrit les lettres à Lucilius. C'est à la toute fin de sa vie, il attend sa condamnation à mort par Néron. L'ambition finale de la pratique philosophique transmise par les lettres à Lucilius est de nous faire comprendre qu'on n'a rien à craindre de la mort finalement et que la vie ne tient pas sa valeur d'elle-même. Ouais, alors là, vous y allez fort, là. C'est des idées compliquées, c'est des idées difficiles à avaler. C'est des idées tellement difficiles à avaler qu'en fait, donc Sénèque, qui attend une condamnation à mort, doit régulièrement refaire le travail. C'est-à-dire, voilà, il fait une très belle lettre sur la peur de la mort, il l'analyse, et puis il montre qu'en fait, on n'a aucune raison d'avoir peur de la mort. Et donc, tu as bien compris, Lucilius, n'ayons pas peur de la mort. Nous croyons que c'est un écueil, quelle folie, c'est le port. Ah, super, on s'est dit, super, on va arriver au port. Ouais, sauf que une semaine après, le gars, il regarde un peu dehors, il se dit, est-ce que les soldats sont déjà là? Et puis il se rend compte qu'en fait, il a encore peur. Et donc il reprend le travail. Bon, alors la peur de la mort, comment ça marche? Pourquoi est-ce qu'on a peur? Pourquoi est-ce qu'on a peur d'être torturé, par exemple? Alors nous, on a peut-être moins peur d'être torturé, mais dans l'Empire romain, c'est possible. Et lui, il sait que ça fait partie des possibilités de son avenir. Donc, reprendre le travail de la peur de la mort, c'est toujours en fait accepter que dans cet inconnu-là, il y a quelque chose auquel le corps rechigne. C'est d'abord ça, en fait, la grande trouvaille de Sénèque, c'est ça, tu sais, c'est ton corps. Ton corps, lui, il ne veut pas mourir et il a bien raison. C'est normal, c'est une réaction parfaitement raisonnable pour le corps. Sauf que c'est notre travail à nous de lui apprendre qu'en réalité, nous sommes déjà sortis d'un corps. Sortir d'un corps, on l'a déjà fait. Vous ne seriez même pas là si vous ne l'aviez pas fait. C'est bien simple. Vous êtes déjà une fois sorti d'un corps. Et, dit Sénèque, vous n'aviez pas du tout envie. Et vous avez eu énormément peur. Et vous pleuriez. Et il a fallu vous rassurer. Et c'est intéressant parce que penser la mort à partir du modèle de la naissance, chez Sénèque, ça ne permet pas nécessairement d'ouvrir à une vie après la mort, parce que les Romains aiment jouer de leur incertitude par rapport à ça. C'est-à-dire, ils ne considèrent pas que c'est certain, il y a une vie après la mort. Ils considèrent plutôt que cette question indécidable est en fait indifférente à la philosophie. Donc, en philosophe,
ce qu'on sait, c'est qu'on n'a aucune raison d'avoir peur, puisque soit il n'y a rien, et donc on perçoit rien, et donc il n'y a rien dont on puisse avoir peur, soit il y a quelque chose, et de toute façon on n'a plus le corps qui perçoit, et donc à nouveau, c'est probablement mieux. Donc cette posture en fait de relative indifférence à l'après, ça va transformer l'appréhension de la mort comme étant quelque chose qui nous permet plutôt de vivre. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est que, au fond, on a beaucoup parlé de la question du suicide chez les stoïciens, parce que les stoïciens ont pensé le suicide comme une possibilité ouverte à notre liberté de sortir de la vie si on veut. Et en réalité, on s'aperçoit que chez Sénèque, cette possibilité, elle n'est mobilisée que pour être rejetée. C'est-à-dire que en se demandant, bon, est-ce que j'en ai assez marre pour mettre fin à ma vie, on se rend compte que, bon, peut-être non. Et que peut-être on peut prolonger encore. Et que cette manière de réfléchir, en fait, ça permet de se réapproprier sa vie. C'est-à-dire de choisir de vivre. Même dans des situations difficiles, même dans des situations que vous n'avez pas choisies, que vous ne trouvez pas souhaitables, que vous auriez préféré pas vivre. Mais en réalité, en réfléchissant de cette manière-là, vous acceptez de vivre volontairement. Et il y a quelque chose de très beau aussi dans cette pensée, c'est qu'à un moment, il va quand même falloir mourir volontairement. Et encore une fois, la mort volontaire, l'expression mort volontaire, souvent ça désigne un suicide violent. Mais la mort volontaire, c'est aussi ce à quoi les sages accèdent lorsque, en fait, le moment étant venu, ils sont capables de dire au revoir à leurs amis, comme Sénèque va le faire le 12 avril 65, de prendre congé, d'accepter le moment de la séparation et de se séparer avec élégance, sans peur, sans trembler, sans gémir, parce que telle est l'aventure humaine. Voilà. C'est là où justement la question de la mort, c'est plus du tout celle d'une fin qui interrompt l'expérience de la vie, c'est l'inverse. C'est que l'expérience de la vie, c'est celle d'un rendez-vous, et donc se préparer à ce rendez-vous, c'est ça, vivre. Voilà. Est-ce qu'on pourrait dire en somme que chez Sénèque, il y a la différence entre la vie et la mort est un peu brouillée en fait. La classique opposition vie-mort se trouve un petit peu chamboulée. Ouais, c'est-à-dire qu'il va volontairement transformer la manière dont on conçoit la vie et la mort. Il va considérer que vivre, c'est donc faire l'épreuve de ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire faire l'épreuve du bien. C'est ça, vivre, c'est faire l'épreuve du bien. Alors à quel moment est-ce que vous faites l'épreuve du bien ? En réalité, à tout moment, dans la mesure où vous savourez l'expérience que c'est de vivre. Il y a des moments où c'est facile, parce que vous êtes dans une jolie librairie, vous êtes accueilli par des gens qui s'intéressent au même sujet que vous et qui sont prêts, disons, à brasser des questions existentielles. Ça, c'est un moment agréable. Et donc, de ce point de vue-là, à ce moment-là, la vie n'est pas trop difficile. Faire l'expérience du bien, il suffit de vivre, là, ce moment-là, et on l'a fait. Il y a des moments qui sont plus compliqués et où l'expérience du bien va être cachée dans des situations difficiles qui vont demander de mobiliser des vertus dans lesquelles va se trouver notre satisfaction, mais une satisfaction, disons, un petit peu plus exigeante. Là, c'est toujours de la vie. La mort, c'est dans les moments où on renonce à faire cette expérience-là pour se laisser emporter dans des trucs qui n'ont aucune espèce de valeur. Or, le drame, c'est que ça désigne l'essentiel de notre existence. Lorsque nous courons après des objets qui méritent pas qu'on consacre autant d'énergie à les obtenir, donc principalement la Sénèque qui pense à l'argent, notamment parce que lui, il a une expérience de ça, c'est-à-dire qu'il est devenu l'homme le plus riche de Rome. Donc, par rapport à l'argent, Sénèque, il sait de quoi il parle, il est vraiment riche. C'est-à-dire, il n'est pas riche un peu, il est riche au point de pouvoir concéder un emprunt, un prêt, à l'Angleterre, c'est-à-dire à une province entière. Il est plus riche que l'empereur, en fait. Donc, quand il parle de la richesse, Sénèque, il sait de quoi il parle.
puisque en fait il va la céder à Néron, donc l'ensemble de sa richesse, il va la donner à l'empereur, et il y renonce volontiers parce que justement il sait que dans une vie faite de plaisir, dans une vie faite de réputation, dans une vie en fait entièrement tournée vers les conditions extérieures, on finit par perdre de vue ce qui nous rend vivants, ce qui nous rend humains, c'est-à-dire cette fameuse épreuve du bien. Et donc, pour lui, la vie qui ne vaut pas la peine d'être vécue, c'est pas une vie où vous êtes torturé, où vous êtes malade, où vous êtes dans des conditions abominables, parce qu'en fait ça exclura difficilement qu'on puisse encore faire l'épreuve de la vertu. En revanche, ce qui est vraiment une mort, ceux qui sont, dit-il, morts avant la mort, et il a même cette plaisanterie de dire on devrait graver leur nom au fronton de leur maison, parce qu'en fait, c'est une tombe, ce sont ceux qui vivent dans l'opulence, la richesse et qui sont vautrés dans les plaisirs. Ça ne veut pas dire que Sénèque refuse le plaisir, ça veut juste dire que, en fait, dans notre manière de vivre, il faut garder en tête que le plaisir n'est que préférable, c'est ce que préfère notre petit corps, et qu'en réalité, ce qui est vraiment la source de notre plus grande satisfaction, c'est autre chose, c'est cette valeur du bien. Dans ces conditions-là, la vie, c'est l'épreuve du bien, la mort, c'est l'oubli du bien. Ça signifie que lorsque vous vivez d'une manière où vous avez la conviction que de toute façon vous ne pourrez plus du tout faire l'épreuve du bien ou de votre propre vertu, alors vous n'aurez qu'une urgence, c'est en sortir. Mais vous voyez qu'on ne sort jamais de la vie, chez Sénèque, on ne suicide jamais rien d'autre que la mort. Donc ça change un petit peu la manière dont on conçoit les choses. Ça veut dire que lorsque vous avez justement, comme ça m'est arrivé dans des ateliers en collège ou en lycée, des adolescents qui vivent mal leur situation, leur héritage familial, la manière dont ils vivent leurs rapports amicaux, et que vous voyez qu'il y a quelque chose de très douloureux qui finalement les prend et fait qu'ils sont quand même, ils se demandent ce qu'ils font dans cette vie, avec Sénèque, il y a quelque chose de très libérateur à dire, cette vie-là tu n'en veux pas, alors suicide-la, mais pas toi. La vie qui te déplaît, tu peux t'en libérer. Tu t'en libères maintenant d'une manière très radicale, et par là, on entre en philosophie. C'est quelque chose de très, très beau parce qu'il y a quelque chose de brutal dans la philosophie de Sénèque, qui est justement cette brutalité de la libération. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on peut choisir de s'émanciper. En réalité, ça va être un petit peu plus long et un petit peu plus compliqué qu'on l'imagine, mais il y a un geste initial qui est un geste fort, quoi, et qui est un geste de ras-le-bol et de désespoir face à une vie qui demande toujours plus de compromis jusqu'à ce qu'on ait complètement perdu le fil, quoi. Et la force de Sénèque consiste à dire, en fait, il faut penser que nous ne sommes pas tenus de vivre sous la contrainte, que si vous me contraignez trop, il y a un moment où ma liberté me permet de sortir. La nature n'a pas de porte, dit Sénèque, c'est-à-dire qu'à tout moment, vous n'êtes pas emprisonné là, on ne vous emprisonne pas dans cette vie. Hein. Si vous voulez vous en sortir, il y a un moyen. En fait, il y en a deux. Donc l'un, c'est de se tuer, et l'autre, c'est de se tuer aussi, mais très lentement, en vivant. C'est-à-dire, on va se tuer, c'est-à-dire on va faire la mort volontaire, on va vivre cette mort volontaire, mais cette mort volontaire, elle va prendre la forme d'un accueil de toutes les épreuves de la vie, mais aussi de toutes les joies de la vie, parce qu'on saura que, quelles qu'elles soient, quelle que soit leur valence émotionnelle, je vais dire ça comme ça, que vous le viviez bien que vous le viviez de manière douloureuse, en fait, vous aurez toujours les moyens d'y exprimer ce que vous avez de meilleur. Et donc, c'est cette satisfaction qu'on trouve, quoi qu'il arrive, à vivre, disons, conformément à ce qu'on a de meilleur, en développant ce qu'on a de meilleur, que du coup on surmonte même l'alternative entre la vie et la mort, et qu'on peut même embrasser la mort quand elle se présente à nous, comme je vous le disais, sans gémir et sans trembler. Parce qu'elle aussi, elle permettra d'exprimer ce qu'on a de meilleur. Je vous signale entre parenthèses que le mec ne s'est pas trompé. Parce qu'il a vraiment vécu sa vie comme
semble-t-il, un chef-d'œuvre philosophique. C'était très célèbre dans toute l'Antiquité et c'est probablement ce qui a préservé son œuvre philosophique. C'est-à-dire que comme Socrate s'est assuré une réputation millénaire en choisissant d'accepter sa condamnation à mort et en le faisant avec beaucoup d'élégance, de grâce, de grandeur, eh bien on trouve chez Sénèque évidemment la reproduction du modèle, hein, il n'est pas ignorant de l'attitude de Socrate, mais en adoptant cette posture, il sait que sa mort continue de lui apporter ce que la vie n'a jamais cessé de lui apporter, c'est-à-dire le bonheur dans la satisfaction de sa valeur. Et c'est de cette manière-là qu'il est exemplaire, encore une fois, pas pour nous inciter à sortir de la vie, mais plutôt pour nous inciter à embrasser la vie comme cette occasion que nous avons de savourer ça, de savourer ce bien-là. C'est une très belle conclusion, je pense. Merci Maxime Rovère de nous avoir donné ce bel aperçu de Vivre debout et mourir libre, donc une introduction à la lecture des Lettres à Lucilius, dont vous recommandez quand même la lecture également.